Allô tout le monde, je me présente Isabelle Tousignan, je suis zoothérapeute, professeure de yoga et depuis 2010, je vis avec des séquelles d'un stress post-traumatique. Aujourd'hui, ce que j'ai envie d'aborder comme sujet avec toi, c'est le trauma, c'est ma vision de l'intérieur, comment je l'ai vécu, comment je l'ai perçu, comment je l'ai ressenti et comment je me sens aujourd'hui. Ce que j'ai envie aussi d'aborder comme sujet, c'est toi qui accompagnes un trauma. Toi qui es à ses côtés, toi qui es là, qui se sent impuissant, qui se sent maladroit, qui se sent inutile, j'ai des mots pour toi aussi. J'espère que cette petite vidéo va vous aider, pas nécessairement à tout comprendre ou à tout réaliser, mais qui va peut-être vous apporter certains outils à dire, quoi pas faire, ou juste tout simplement de se sentir normal dans une situation qui ne l'est pas. Okay? On s'entend, un stress post-traumatique, c'est un bouleversement complet dans une vie, tant au niveau physique, mental et émotionnel. Ma personnalité a changé à quelques niveaux. Il y a des choses qui sont restées, il y a des choses qui sont disparues. Il y a des choses que j'ai dû faire un deuil, il y a des choses que je suis contente. Hein? Donc, c'est tout ça que je vais aborder avec toi, sans aucune prétention. Okay? Je veux le faire aussi en toute simplicité et en toute légèreté. Trompe-toi, là. Mon objectif n'est pas de minimiser le trauma en amenant ça d'une façon un peu plus humoristique. C'est ma façon à moi. Moi, je me suis sortie avec l'autodérision et j'en fais encore beaucoup aujourd'hui dans mon quotidien. Et c'est un peu de cette façon-là que je vais te l'aborder. Mais sache que le sujet en arrière n'est pas drôle du tout. OK? Le trauma, c'est une maladie. Ça devient une maladie mentale. Hein? Faut pas se le cacher. Faut plus se juger là-dedans. Hein? Au même titre qu'une dépression, au même titre que de troubles anxieux, le stress post-traumatique peut laisser des dommages en santé mentale. Moi, mes séquelles, je te les décris, c'est simple, je vis avec de l'anxiété maintenant. Je suis extrêmement anxieuse. Tout stress que je dois vivre, de me rendre dans un nouvel endroit, de commencer une nouvelle activité que j'ai jamais fait, pour moi, ça va m'amener un stress plus élevé qu'avant, que ma normalité à moi. Donc ça, c'est très difficile parce que un autre de mes séquelles, c'est mon système nerveux. Mon système nerveux m'a comme lâché. Il a comme sacré le camp. Il a décidé d'aller vivre ailleurs, je ne sais pas, mais il n'est jamais revenu. Mon système nerveux, il est facile à épuiser. Je dis toujours que moi, je me lève à chaque matin. Ma batterie est pleine à 100%. Mais c'est comme si ma batterie, c'était une batterie de cellulaire qui essayait de traîner un 10 roues. On s'entend qu'à 10h15 le matin, c'est fini, là. Mon gros pic d'énergie, il a beaucoup diminué, là. Je suis peut-être rendue à 50%. Il est juste 10h le matin. Donc, ça, c'est une autre de mes séquelles. Fait que quand tu es anxieuse, ben là, la batterie se décharge encore plus rapidement. Et une autre de mes séquelles, je vis avec de l'hypervigilance. Un exemple très comique, qui ne l'est pas, mais qui l'est devenu après 10 ans. Si je marche sur la rue tranquille et que j'ai quelqu'un qui fait du jogging qui s'en vient en arrière de moi, et les joggeurs vierges, je ne sais pas comment vous faites, mais vous faites du jogging sans aucun son, ben si je l'entends pas s'en venir, puis que je m'en rends compte juste quand il est là, hey, oublie ça, là. Moi, je m'écrase à terre. Là. Mon sang se glace à l'intérieur de mon corps, je suis figée, le cœur, je suis sûre que toute fonction cérébrale, il n'y a plus rien qui marche. Ça dure 3-4 secondes aujourd'hui. Il y a 10 ans, ça pouvait me brûler pour 3 jours. Aujourd'hui, c'est un petit 3-4 secondes qui est aussi fort, mais qui dure un court temps, excusez. Et j'en ris après. OK? Parce que je me vois de l'extérieur puis je me dis, mon Dieu Seigneur, quelqu'un qui ne sait pas ce que j'ai vécu, il me regarde et il fait comme, il est nerveuse la madame, là. Fait que ça, c'est une autre de mes séquelles. Cette séquelle-là, je vous dirais que j'ai un peu appris à m'en rire. Il y a des journées où je suis stressée, plus anxieuse et tout ça. Ça se peut que ça me prenne plus que 3 secondes à m'en remettre. Mais en général, je finis toujours par en rire, me dire, hey, mon Dieu, hein? Si on...
Si moi, je voyais quelqu'un figé de même à cause d'un jogger, je me poserais bien des questions. Fait que j'aime mieux en rire. Ça diminue l'impact sur moi. Et ça m'aide à passer à travers beaucoup plus facilement comme ça. Donc ça, c'est le plus gros de mes séquelles. Et une des séquelles que je trouve un peu difficile encore à ce jour, c'est qu'avant le trauma, j'étais une personne accro à l'adrénaline. Je travaillais en restauration, donc il fallait que ça bouge. Moi, quand il y avait des line-up au restaurant de 2 heures, puis qu'on se pouvait plus, on ne sait plus comment qu'on s'appelle, on se garoche partout. Hey, moi, j'étais dans la joie extrême. En parlant d'extrême, je faisais du parachute, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait du kayak. Tous les sports là, où on sollicite énormément l'adrénaline, j'étais accro, j'aimais ça, je me sentais vivante, ça me faisait vibrer, je trouvais ça vraiment le fun. Et on s'entend qu'aujourd'hui, juste de penser à un line-up d'un restaurant, je suis épuisée. Donc, il n'est pas question que je fasse de parachute, il n'est pas question que je fasse du jogging, il n'y a pas question que je refasse des sports où l'adrénaline est sollicitée. Ça, je m'en ennuie. Je vous dirais, c'est un de mes deuils que j'ai fait. Mais encore à ce jour, je suis nostalgique par rapport à cette portion-là de moi. Pour le reste, j'ai appris à vivre avec qui je suis devenue. J'ai fait des découvertes sur ma personnalité qui devaient être là avant, mais qui devaient être justement cachées par l'adrénaline. Alors, aujourd'hui, c'est de tout ça que j'ai envie de te parler. J'ai envie de te parler des gens qui ont disparu de ma vie suite à ça. J'ai envie de te parler des gens qui sont restés à mes côtés. J'ai envie de parler du monde que j'aurais préféré qui quitte ma vie. Il y a plein de choses, OK? Moi, ce que je veux que tu retiennes à la fin de cette vidéo, c'est que peu importe ce que tu as vécu, comment tu te sens au moment présent, tu es pleinement normal dans une situation qui ne l'est pas du tout. Retiens ça. Je vais te la redire, cette phrase-là, parce que je veux vraiment que tu te la répètes. Tu es normal. Arrête de te mettre de la pression. Arrête de vouloir que tout soit correct. Hein? Moi, c'était mes 2 phrases. C'est correct. C'est correct. Ou, ça va aller. Pas de problème. Non. J'ai commencé ma guérison la journée où, hey non, ça va pas. Où j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon médecin, puis hey, là, je suis sur la dérape mentale, ça marche pas. C'est là que ma guérison a commencé. Donc, je te le dis, j'espère que cette vidéo-là va t'aider à t'enlever la pression, apprendre à t'accepter dans une situation pleinement anormale. Je te dis, c'est pas facile, là. Hein? Moi, c'est sûr, si 11 ans plus tard, je t'en parle avec une légèreté, mais c'est pas facile. C'est un chemin de vie qui est assez ardu. Mais ce que je veux, c'est que tu gardes espoir parce que je suis fière de qui je suis maintenant. Je suis fière d'où j'en suis maintenant dans ma vie. Et quand je regarde en arrière, je suis comme, wow, OK. J'ai vécu ça, puis je suis debout ici maintenant devant toi. Puis j'espère t'apporter au moins un minimum de baume sur ton cœur et que tu ne te sentes plus exclu de la société. Tu en fais partie. Ta place est juste différente, tout simplement. Fait que je vais commencer avec mon histoire, mon trauma. C'est en 2010, le 4 août, exactement. À l'époque, j'étais serveuse dans un restaurant de déjeuner. Je me levais à 4 h du matin. Donc, on s'entend qu'à 5h30, 5h15, 5h30, ben moi, je suis en pyjama. Hein? Je suis sur le bord de me coucher, j'ai soupé, tout est fait là. Tu sais, moi, je suis dans le stade de fin de soirée. Je me souviens, il faisait 38, c'était extrêmement chaud, fait que je suis comme en petit bébé doll, très léger, parce qu'il fait très chaud dehors. Parce que moi, je suis vraiment prête, là. Tu sais, il me reste juste à prendre ma tisane de soirée, me brosser les dents, puis je vais aller me coucher vers 7h30, 8h. Alors, je suis assise, tranquille, j'écoute les nouvelles, ou je me rappelle plus. Et laisse-moi te raconter aussi, à cette époque-là, j'étais dans le Nord, dans les Laurentides, et j'avais un principe. Moi, tout le monde était bienvenu chez nous, à n'importe quelle heure,
à n'importe quel moment. Donc, ma porte d'entrée n'était presque jamais barrée. Alors moi, mes amis ou ma famille, ça arrivait chez nous, ça rouvrait la porte en criant « Salut! » Et ça rentrait dans la maison, ça fouillait dans le frigidaire, prends-toi une bière, prends-toi une tisane, prends ce que tu veux, viens t'asseoir, on va se jaser, tout ça. Fait que moi, c'était ça chez nous, j'aimais ça. J'aimais cet aspect convivial-là, cette ouverture à l'autre que je pouvais offrir dans cette paix intérieure que j'avais à ce moment-là. Alors, j'étais assise tranquille, j'ai les pieds sur la table du salon et je me revois. J'ai les pieds sur la table du salon, je suis bien relax. Ma coloc est partie dans sa famille. Et là, j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Personne ne dit bonjour. Fait que je me lève, je regarde par la fenêtre parce qu'en vivant dans les Laurentides, on s'entend que c'est pas comme à Montréal, ça aurait pu être une personne qui arrive en autobus. On a toute une voiture. Alors, je regarde dans l'entrée, je reconnais, il n'y a personne. Il n'y a pas de voiture, il y a la mienne dans l'entrée. Il y a la voiture de personne d'autre, pas dans la rue, nulle part. Fait que je fais comment? Ben, mon Dieu, c'est bien bizarre. Fait que je marche vers l'entrée. Et là, bon, l'événement débute. Il y a un homme qui est debout, dos à moi. Il mesure, mon Dieu, il me dépasse, il doit mesurer au-dessus de ses pieds. Il y a une grosse chienne de travail sur le dos, il y a un gros casque de construction. Puis là, je fais comme, hey, qu'est-ce que tu fais là? Il se revire d'abord, face à moi. Il me met un gun dans le front, il me met la main sur la tête, puis il m'écrase au sol. Ça y est, moi, mon premier réflexe, c'est aujourd'hui que je meurs. C'était la première pensée que j'ai eue. Ça y est, c'est maintenant que ça s'arrête. Il m'a tendu des menottes de plastique, puis il m'a demandé de me les mettre autour des poignets et de les serrer. J'ai réussi à serrer d'une main. L'autre main, je t'avoue que je l'ai serré lousse pas mal. Mais j'ai gardé mes poignets comme ça parce que je ne voulais pas qu'ils s'en rendent compte que je n'étais pas pleinement attachée. Il m'a aidé à me relever du sol. Il m'a traîné jusqu'au divan. Il m'a assis dans le divan où je ne me rappelle plus. C'est-tu moi qui suis assis ou c'est lui qui m'a pitché là? Ça, il y a quelques blancs comme ça. Et il m'a mis les pieds sur le divan. Il m'a attaché les cheveux ensemble. Étrangement, fouille-moi pourquoi? Je me suis dit, ah, il ne voudra pas me violer. Parce qu'on n'oublie pas que je suis un petit bébé doll, elle fait 38 dehors, OK? Un petit bébé doll, quand un interrogé rentre chez vous, tu penses soit que tu vas mourir ou que tu vas te faire violer. Ça, c'est sûr et certain. Et je sais pas pourquoi, il m'a attaché terre rap, puis je me suis dit, ben écoute, il doit pas vouloir me violer parce que ça doit être compliqué que les gens m'attachent. Et là, le bal des questions a commencé. Il s'est même questionné, à me questionner, à me questionner. Et la personne parlait en anglais et chuchotait. Donc, je suis incapable de dire, est-ce qu'il y a une voix grave, est-ce qu'il y a une voix aiguë, est-ce que c'est un francophone, est-ce qu'il y avait un accent en anglais, rien là. Au niveau de sa voix, au niveau de son langage, je suis incapable de l'identifier. Il y a des grosses lunettes dans le visage. Tout ce que je vois là, c'est cette partie-là ici. Donc, je sais qu'il y a un petit pinch. C'est tout ce que je vois. Il y a des gants et tout ça. Et à chaque fois que je soulève mon regard pour répondre à une de ces questions, il me rebraque son revolver entre les deux yeux. Fait que moi, j'ai tout le temps l'intérieur du canon à ma vue. Puis il continue à me questionner, puis il me talonne, puis il me talonne, puis il me talonne, puis il me talonne dans ses questions. Et là, à un moment donné, il s'en va dans ma chambre, il revient comme une tête d'oreiller et il me la met sur la tête. Et moi, là, je vois plus rien. Tout ce que je vois, là, c'est en bas ici, OK, par en dessous de la tête d'oreiller. Puis il continue à me questionner, puis il continue à me questionner. Et là, je l'entends. Il s'en va dans ma chambre, rouvre mes portes de garde-robe. Il revient, il me talonne, il me questionne. Il s'en va, j'ai un 6,5 à l'époque. J'ai peut-être regretté de ne pas avoir un 3,5, ça aurait peut-être été moins long. Il a vraiment fait pièce par pièce, dans la salle de bain. Dans la salle de bain, il y avait la trappe pour aller dans le grenier. Je sais qu'il l'a soulevé. Il est allé voir à l'intérieur. Je le sais parce que je l'entends. Moi, tout ce que je me dis à ce moment-là, c'est essayer de le suivre. Parce que je voulais savoir quand il était près de moi. Quand il était plus loin, c'est comme si mon corps était capable un peu de relâcher. Un peu, hein, oublie pas, le mot un peu ici est à retenir. Et là, il revenait dans le salon, il me re-questionnait,
Il est allé dans la chambre de ma coloc, il a ouvert tiroir par tiroir, il a fouillé dans son linge. Je sais qu'il a bougé le linge dans le garde-robe aussi. Il est revenu me questionner. Et là, moi, tout ce que je disais, je sais pas, je sais pas, je venais d'arriver. Hein? On est le 4 août, j'ai emménagé dans cet appartement-là le 1er juillet. Donc, moi, le voisin d'en bas, je ne sais pas c'est qui sont les voisins, aucune idée. La personne qui vivait là avant, excuse-moi, je l'ai rencontré une fois quand je suis venue visiter, j'ai aucune idée c'est qui. Il est rendu où? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas demandé, tu t'en vas vivre où? Tu sais, fait que j'étais comme impuissante au niveau de mes réponses à lui offrir. Et là, il est sorti dehors. Il s'est mis à parler à quelqu'un. Il est rentré. Il est ressorti. Il s'est remis à parler à quelqu'un. Il est rentré. Il a dû faire ça 5-6 fois. Et là, j'ai entendu un son. Je te le jure. Je l'entends encore aujourd'hui. Je pense que c'est le son le plus merveilleux que j'avais jamais entendu à ce jour. Le cric, 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 cric de ses pas dans le gravier. Parce que l'entrée est en petite roche. Je l'ai entendu marcher dans le gravier. J'ai arrêté de respirer à ce moment-là. J'ai entendu une porte de voiture qui a claqué. Et j'ai vu Sanouk, mon chat, apparaître. Quand je l'ai vu ici, ça m'a confirmé qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur de la maison. Alors là, j'ai pu retirer la tête d'oreiller que j'avais sur la tête. Comme j'avais mal serré les menottes de plastique, j'ai pu me libérer une main. J'ai sauté à pieds joints jusqu'à la porte d'entrée. Vous comprendrez que mon premier objectif était de barrer la porte. Et par la suite, j'ai fait le 911. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. J'ai aucune idée. Tout ce que je peux te dire, c'est que la personne est rentrée dans ma maison entre 5h15 et 5h30. Les policiers m'ont dit que j'ai fait le 911 vers 17h55. Donc, est-ce que ça a duré 20-25 minutes? Est-ce que ça a duré 45 minutes? Je ne peux pas te le dire. Le temps devient complètement abstrait ou inexistant pendant cette période-là. C'est comme si tout était suspendu. Alors, bon, j'ai fait le 911. Mon Dieu, ça n'a pas été très agréable à ce moment-là non plus. Parce qu'en faisant le 911, bon, je parlais à quelqu'un du 911, super gentil. Et là, je m'adresse à vous, répartiteurs du 911, que vous faites un job exceptionnel, mais parfois, il y a peut-être des phrases à bannir de votre questionnement. Donc, je parle au gars du 911, plein de compassion. J'ai dit, je viens d'être agressée, la personne est repartie. J'explique rapidement tout ce que je viens de subir. Il me dit, ce sera pas long, je vous transfère au poste de la SQ. Il transfère la personne au poste de police de la SQ. C'est une femme, elle répond. Et là, j'entends le répartiteur du 911 lui expliquer. J'ai Mme Touznia en ligne, elle vient de vivre ça. Bonne chance, Mme Touznia. Puis lui, il raccroche. Je parle avec la femme, mais sa première question, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Tu me niaises, là? Moi, je ne sais même pas pourquoi que le 911 m'a transféré chez vous. J'ai aucune idée. Fait que, moi, j'ai besoin d'aide, là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, m'amener une pinte de lait? Pas vraiment. Alors, j'étais comme... Fait que là, je me suis mis à y raconter mon histoire. Elle m'a coupé la parole en me disant « Ce sera pas long, je vais vous transférer à un enquêteur. » Je ne sais plus le nombre de minutes que ça a pris. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai sauté à pieds joints jusqu'à la cuisine. J'ai pris des ciseaux. Je me suis assise dans le salon. Et avec les ciseaux, j'ai voulu défaire les tie wraps d'après une de mes 2 chevilles pour pouvoir marcher normalement sans sauter à pieds joints. Et c'est des grosses tie wraps, là. Tu sais, pas les petites tie wraps qu'on achète au Dollarama, là. Vraiment, les grosses menottes de plastique, là, c'est pas coupable. Je me suis blessée la cheville à ce moment-là à vouloir gosser avec le ciseau pour détacher le tie wrap. Et j'ai eu le temps d'aller chercher les ciseaux, de m'asseoir dans le salon et de couper les tie wraps avant qu'un enquêteur prenne l'appel. Donc, c'était très long. Je ne pensais pas être capable d'être hystérique. Je ne l'avais jamais été jusqu'à ce jour. Hein? À l'époque, j'avais 39 ans.
Donc, j'avais vécu 39 ans sans être complètement hystérique. Et là, j'ai explosé. J'ai hurlé d'une façon pleinement folle dans le téléphone. Et là, l'enquêteur m'a dit, « Madame Tousignan, la police est en route. » OK, ça fait 10 minutes que je suis en ligne, puis c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui me dit, « Les policiers sont en route. » Et fait que le répartiteur du 911, retiens ça. La police est en route. Je le sais que vous le faites normalement, mais il y a des fois où vous l'échappez. Faites attention. Et je vous blâme pas, là. Je vous blâme pas, au contraire, j'ai une admiration sans borne pour vous, mais faites attention à ça. C'est super important. Vous, c'est votre quotidien, moi, pas du tout. Et j'espère que ce sera jamais une expérience que je vais revivre. Donc, là, l'enquêteur, lui, il a reçu vraiment toute mon hystérie. Et la minute où il m'a dit, « Bon, la police en vient, Mme Tousignan », là, OK, je me suis quand même calmée un peu. Et là, je me souviens, là, je disais, là, « OK, je vois le char de police dans l'entrée, dans la rue. Dis c'est où qu'il y a le char rouge. » Fait que, il a attendu gentiment qu'il y ait un premier policier qui est rentré dans la maison chez nous. J'ai allé lui débarrer la porte au premier policier qui est rentré. Et je lui ai demandé, là, donne-moi 30 secondes. Là, à ce moment-là, je me suis permis. Je me suis écrasée au sol. J'ai hurlé ma vie. Pas longtemps, mais maudit que ça a fait du bien. C'est comme si tout le trop, là, en le hurlant, a sorti à ce moment-là. Puis après ça, je me suis relevée de bout, je me suis ramassée. Et aujourd'hui, avec du recul, je suis capable de te dire, mon trauma a commencé là. Vraiment. Parce que là, je suis tombée dans le déni complet. OK, let's go, je suis top shape, je peux te raconter ce qui m'est arrivé, laisse-moi aller. Puis là, je suis tombée dans l'autodérision. Je me suis mis à faire des jokes avec les policiers. Hey, à un moment donné, là, j'étais debout. On n'oublie pas, je suis en bébé doll. OK? Et comme je me fous un peu de quoi j'ai de l'air des fois, c'était un bébé doll, tu sais, le haut va pas avec le bas. Même les couleurs ne fitent pas, tu sais. Puis moi, je déconne avec les policiers, puis c'est plein, là. Il y a du monde dans la maison, là. Je peux plus vous dire combien ils sont, mais il y a beaucoup de personnes. Puis il y en a un, je me rappelle, mon Dieu, pauvre lui, tout ce qu'il essaie de me faire, c'est de m'empêcher de remarcher aux endroits où le criminel s'est promené. Il est tout à expliquer le moi, mais je suis pas capable de l'expliquer, il faut que je le mime. Et ils ont été remplis de compassion là-dedans. Ils se sont adaptés à comment j'étais. Je lui lève mon chapeau. Ils ont été, même à un moment donné, ils m'appelaient Mme Tousignan, je leur ai dit, hey, non, non, c'est bol, là, victimisez-moi pas plus que je suis, appelez-moi Isabelle. Fait qu'ils se sont tous présentés avec leur prénom. Tu sais, ils ont vraiment été exceptionnels là-dessus. Ils ont embarqué en s'adaptant à qui j'étais. Ça, j'ai trouvé ça avec du recul, j'ai trouvé ça comme, OK, wow, champion. Les gars, ils savent ce qu'ils font, tu sais. Par la suite, ils ont réussi à m'asseoir à la table de cuisine. Et j'ai discuté avec une policière. Je me rappelle qu'elle s'appelait Manon. Donc, j'ai beaucoup discuté avec elle. Elle me faisait raconter mon histoire. Et il y a des ambulanciers qui sont venus, ils ont pris ma pression et tout ça. Ils m'ont donné les informations, CAVAC et tout ça, que je pouvais utiliser pour avoir de l'aide. Et j'ai refusé le transport, donc ils sont repartis. Et moi, j'ai continué à être interrogée par la police. Comme je dis, le bal des métiers d'urgence dans la maison continue. Là, ils m'ont demandé de me rendre au poste de police parce que l'identité judiciaire devait se présenter chez nous, prendre les empreintes et tout ça. Là, je me suis allée au poste de police. Je suis rentrée dans la salle d'interrogatoire, il devait être 8h30, 9h le soir. Et je sais que je suis partie du poste de police à 2h du matin. Donc, j'ai été interrogée. Des questions, tu sais, c'était vraiment, je me suis pas sentie nécessairement jugée, je me suis pas sentie nécessairement pointée du doigt. C'était des questions très directes, très fermes. Ils faisaient le job, les gars. Encore une fois, très respectueux. Et puis plus les questions avançaient, plus je prenais conscience de, OK, ah ouais, OK, non, c'est pas drôle, là. C'est vrai, là, ce que je viens de vivre, là. Puis à 2h30 du matin, je me suis allée chez nous. Et j'ai dormi dans le divan. Fouille-moi pourquoi. Je sais pas de dormir dans ma chambre, pourtant c'est dans le divan que j'ai été attachée. J'ai dormi dans le divan, puis à 8h le lendemain matin, ma mère est retournée ici à la maison pour venir faire son rôle de maman de façon exemplaire. Elle est venue prendre soin de moi, elle est venue dorloter sa petite fille.
Et là, ça a commencé. Bon, je suis allée chercher de l'aide au CAVAC, on m'a guidée. La fille du CAVAC a été vraiment fantastique avec moi aussi. Je ne me rappelle pas de son nom, désolée. Et elle m'a amenée sur un terrain dans toutes les options que je pouvais avoir. Et de là, après ça, ben, le bal du trauma a commencé officiellement. La peur des gens. Hein, tu racontes ton histoire, les gens ont peur. Moi, les gens, je vous le dis, c'est pas contagieux. OK? Un trauma, ça s'attrape pas. Donc, si quelqu'un a un trauma, puis il vous raconte son histoire, vous avez le droit de lui dire « Hey, ouf, attends une minute, là. Je trouve ça... Attends, je sais pas si je suis capable d'entendre ce que tu as à me raconter. Je trouve ça vraiment dur. Je trouve ça vraiment lourd. Laisse-moi juste reprendre mon souffle. » Tu as le droit de le dire. Sans nécessairement embarquer toi dans ta souffrance, mais dire à la personne ce que tu es en train de me raconter, là, c'est dur. J'ai vraiment de la difficulté à l'entendre. Des fois, juste ça va t'aider, toi qui veux l'écouter, à reprendre le contrôle de tes émotions. Puis le trauma va se dire, ben, OK, c'est vraiment dur ce que j'ai vécu. Elle a de la misère à l'entendre. Donc, je suis pas folle. C'est éveillé ce que j'ai traversé. Laisse-moi te dire aussi des phrases que moi j'ai entendues, que je me suis fait dire, qu'encore à ce jour, je ne comprends pas nécessairement. Moi, il y en a une qui est venue me voir et qui m'a dit « Oh my God, tu y penses-tu comment est-ce que tu vas devenir une bonne personne? » OK, cool. Ça veut dire que j'étais de la merde avant. Que j'ai jamais compris son point de vue. J'ai une autre personne qui est venue me dire « Je comprends tellement ce que tu vis, j'ai élevé mes jumeaux tout seul. » Hey, loin de moi de minimiser ce que c'est d'élever des jumeaux tout seul, ça doit être épouvantable. Mais on peut pas... Ça se compare pas. OK? J'ai pas eu de jumeaux. Donc, j'ai aucune idée de ta réalité. Et jamais je vais dire « Oh mon Dieu, j'ai eu un gun dans le front, ça doit être épouvantable d'élever des jumeaux tout seul. » C'est deux choses qui sont à leur façon extrêmement dures, mais qui ne se comparent pas. OK? Qu'est-ce que je me suis fait dire d'autre? Des phrases comme ça, j'en ai entendu. Ben, mon Dieu, la coloc que j'avais à l'époque, que j'ai finalement demandé de déménager parce que était vraiment nuisible à ma reconstruction. Après 3 jours, elle m'a dit, ben, le gars, il est sorti de l'appartement, reviens-en. OK, 3 jours. OK, en 3 jours, il faut que je sois remise. Fait que des phrases comme ça, on en entend quand on a un trauma. Est-ce que c'est par manque de jugement des personnes? Est-ce que c'est par maladresse due à une situation qui est vraiment, vraiment étrange? Ça se peut aussi. Donc, j'ai jamais jugé les gens qui m'ont parlé de cette façon-là. Je me suis toujours dit, ben, coudonc, c'est leur façon d'avoir la compassion envers moi ou c'est la façon de s'en sortir parce qu'ils sont incapables d'être présents. Ça peut être dérangeant pour certaines personnes de constater que le trauma, ça existe, puis ça n'arrive pas rien qu'aux autres. Ça peut arriver à nous ou à notre entourage. Fait qu'il y a plein de réactions à ça. Moi, j'ai été capable à ce moment-là de me retenir en entendant des phrases comme ça. Je ne sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi à me retenir. Je te dirais que la phrase qui m'a vraiment aidée, la phrase qui encore aujourd'hui est la phrase qui a tout changé, c'est ma chum Nat. Ma chum Nathalie, c'est une amie d'enfance. On se voit plus vraiment parce que nos vies, on est complètement dans des villes différentes, on a des styles de vie complètement différents, mais on garde contact, on s'aime d'amour parce qu'on est des amis d'enfance, puis on est toujours un peu au courant de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Fait que je te salue, Nathalie. Et Nathalie travaille pour un métier d'urgence, donc... je lui ai écrit, c'est d'instinct tout de suite, ma chum, j'y ai écrit, salut Nat, je viens de vivre ça. Sa réponse, ouf, je sais pas quoi te dire. OK. Ma chum, qui travaille dans des métiers d'urgence, qui en a vu d'autres, me dit, j'ai pas de mots, je sais pas quoi te dire. Ce que moi j'ai entendu dans ma tête à ce moment-là, c'est, aïe, Isa, c'est tellement élevé ce que tu as traversé que aucun mot est assez fort pour te réconforter. Moi, c'est ce que j'ai entendu dans son ouf, je ne sais pas quoi dire. C'est ce que j'ai reçu.
Et ce que ça a fait, c'est, OK, elle vient de valider que ce que j'ai vécu, c'est épouvantable. C'est comme si elle venait de réconforter toute la culpabilité que je pouvais vivre de me sentir mal. Parce que face aux autres, on se sent mal, on n'est pas bien, on ne veut pas déranger, on veut pas devenir lourd pour les autres. On se met une pression épouvantable pour ne pas déranger les autres. Et Nathalie, à ce moment-là, elle, ce qu'elle m'a dit, c'est non, non, c'est élevé, puis ça se peut qu'il n'y ait pas de mots pour ça. Wow, c'était un cadeau extraordinaire. Fait que tu vois, à toi qui accompagne un trauma, reste simple. Reste présent. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein? Si tu n'as pas de mots, dis-en pas. Tu n'as rien à dire, dis rien. Si la personne, elle sait que tu es assis dans le divan à côté d'elle, puis qu'elle te regarde comme une loque humaine à être dans le vide, puis qu'elle t'accueille comme ça, puis qu'elle ne dit pas un mot, puis qu'elle est là au cas où tu aurais envie de parler, ben juste ça, vous n'avez pas idée comment est-ce que c'est extraordinaire. En faire trop des fois, c'est d'être maladroit. Et je le comprends, hein, c'est une situation qui est vraiment pas hors du commun, ça fait pas partie de notre quotidien. Fait que c'est sûr que c'est des choses qu'on ne sait pas nécessairement comment réagir. Hein. Mais dis rien si tu ne sais pas quoi dire. Ta compassion, juste le ressenti de l'amour que tu as pour cette personne-là, celle qui est en trauma, elle va le savoir, elle va le ressentir. Ou utilise tes talents. Je te donne un exemple. Moi, ma mère, elle aime cuisiner. Elle ne sait pas quoi faire dans la vie, elle cuisine. Tu sais, il y en a qui vont comme peinturer, faire des toiles. Il y en a qui vont faire du tricot. Ma mère, elle fait de la bouffe. Fait que, à mon plus grand bonheur, elle m'a nourri. Elle me nourrit encore. Elle m'amène tout le temps des petits plats. J'ai essayé des nouvelles recettes et tout ça. Donc, ben, ma mère, c'était sa façon à elle de m'apporter son aide. Elle a cuisiné, elle est arrivée chez nous avec des petits plats portionnés, tout ça. Ça peut être aussi simple que ça. Parce que pour vous, ce qui est simple, pour un trauma, c'est énorme. Moi, j'avais plus le goût de cuisiner. J'ai été 2 ans là, HS, j'étais complètement hors service. J'avais pas le goût de cuisiner. D'entretenir ma maison, ça me tentait pas. Dans le début de mon trauma, moi, je me rappelle, je pouvais être des 6-7 jours assis dans le divan à regarder la télé, je me levais, j'allais dans le frigidaire, je revenais, j'allais aux toilettes, je revenais. Et à un moment donné, je voyais que le frigidaire était vide, que ça faisait 7 jours que j'étais assis dans le divan, sans me brosser les dents, sans me laver. J'avais le même linge sur le dos. Le quotidien devient tellement lourd que juste de « Hey, moi là, samedi, je débarque chez vous, là. Y a-tu quelque chose que je peux faire? Tu veux-tu déjà faire ton épicerie? Tu veux-tu qu'on va, on va aller marcher? On peut aller marcher en silence si tu n'as pas le goût de parler. Viens, on va aller prendre une marche. » Des fois, c'est juste de se rendre au bout de l'entrée puis revenir, puis c'est assez pour la personne, mais au moins, on a réussi à la faire sortir. Ça peut être tout simplement aussi de « Hey, bon, veux-tu je vais changer tes draps? Veux-tu je vais faire ton lavage? » Ce qui nous paraît le plus simple au quotidien devient d'une lourdeur épouvantable quand on est en début de trauma. Moi, je te le dis, tu veux aider un trauma, focus là-dessus. Il n'y a rien d'autre à faire. Parce que ce qui arrive à la personne que tu aimes, ça ne t'arrive pas à toi. C'est pas personnel. Ça se peut que la personne ne te parle pas. Ça se peut que la personne, tu as l'impression que la personne à l'intérieur d'elle-même n'a aucune gratitude envers tout ce que tu fais pour elle à ce moment-là. Mais sache que 11 ans plus tard, moi aujourd'hui, je regarde les gens qui sont restés à mes côtés depuis le début. Je regarde tout ce beau monde-là qui sont là encore présents, qui ne m'ont pas abandonné, qui ne m'ont pas fui. J'ai une gratitude immense et ils le savent. Ils le savent à quel point je ressens quelque chose de très fort pour eux. Ils le savent à quel point chaque geste, chaque mot qu'ils ont posé, c'est gravé à jamais en dedans. Pendant la période sombre, sache que la personne, ce qu'elle vit, c'est pleinement normal à travers une situation qui ne l'est pas. Sache que cette personne-là, à terme, même si elle ne te le dit pas, sache que cette personne-là est consciente que tu es là, même si tu penses qu'elle ne te voit pas. Je le sais que le sentiment d'impuissance doit être épouvantable. Je sais que de ne pas savoir quoi faire, c'est pas quelque chose de facile. Mais reste simple.
Dis rien si tu sais pas quoi dire. Je te le dis. Un petit coup de balai dans l'appartement, un petit épicerie, j'ai loin une comédie, ça te tente, on va la regarder. Ça se peut que la personne la regarde. Moi, là, un film, il fallait que je le regarde 3 fois pour me souvenir de ce que j'avais vu. Écoute, là, 3 fois avec la personne. Puis à un moment donné, ben la personne, elle va émerger tranquillement, elle va revenir, elle va recommencer à prendre ses activités quotidiennes de façon plus normale. Ça prend beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de compassion pour accueillir une personne qui est en trauma. Tu sais, moi, à ce jour, comme je te disais tantôt, il y a plein de gens qui ont quitté. Il y a plein de gens qui font plus partie de ma vie aujourd'hui. C'est correct. Je leur en veux pas. Je leur en ai voulu de m'avoir laissé tomber au moment où j'avais le plus besoin de gens. Je leur en ai vraiment voulu. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, ben ces personnes-là étaient tout simplement pas les bonnes personnes pour moi pour m'aider à traverser ce que j'avais à vivre. Je les ai laissés aller. Et comme je te dis, c'est pardonné, c'est réglé dans mon cœur et tout ça, mais ça fait 11 ans. Je peux te dire qu'il y a eu un 3, 4, 5 ans où ceux qui m'ont laissé littéralement tomber, je leur en ai solidement voulu. Il y a des gens, c'est moi qui ai pris du recul face à eux. Tu sais, après 7-8 ans, à un moment donné, entendre les phrases de « Ah, c'est pas encore ça », avec les yeux qui roulent vers l'arrière, vous n'avez pas idée le nombre de fois où je l'ai vécu. Oui, encore ça. Parce que ça fait partie de qui je suis maintenant. Je m'en suis sortie, je suis fière du chemin parcouru. Moi, ma façon qui a été le plus aidant pour moi, c'est de cumuler les études. Oui, j'ai eu une psychologue spécialisée en trauma qui m'a suivie les 2 premières années. Et c'est correct. Elle m'a guidée, elle m'a comme brassée, elle m'a fait reprendre des choses. Puis par la suite, j'ai découvert, moi, des choses qui m'aidaient. J'ai commencé par ma formation professorale de yoga. Et ça, c'est très, très, très émotif faire une formation professorale de yoga. On se travaille beaucoup les émotions. Donc, c'est comme si j'avais peaufiné le travail que la psychologue avait fait avec moi. C'est comme si ça avait terminé le travail. Je me sentais comme pas accomplie complètement quand ma thérapie a été terminée. Il me manquait quelque chose. Hein? Le shining, la finition n'était pas faite. Et moi, la formation professorale, c'est ce que ça m'a apporté. Tu sais, toi, ça peut être, si t'es bon en peinture, ça peut être de faire des toiles de peinture. Si t'es bon en menuiserie, ça peut être de construire des meubles. Si t'es bon en cuisine, c'est garoche-toi là-dedans. Tu sais, c'est à nous de trouver qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait sentir en vie dans des situations saines et équilibrées. OK? Moi, c'était ça. C'était extrêmement dur. Mon prof de yoga, mon maître yoga, il m'a brassé solide. Il y a des émotions ça n'était pas facile. Je vous dirais que le gros dernier clean-up a été fait à ce moment-là. Et j'ai continué toutes mes études. Donc, j'ai étudié le fonctionnement psychique interne, j'ai fait des cours en relation d'aide et d'étudier ce qui se passe dans le cerveau, de ce qui se passe dans notre système nerveux. C'est ce qui m'a aidé de comprendre scientifiquement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai encore mes séquelles, là. Hein, je suis pas pleinement ressortie de ça. Mais ce qui reste, ça fait partie de moi, je l'accueille maintenant parce que j'ai une compréhension scientifique. Moi, c'est ma façon. C'est de trouver une façon pour toi d'accueillir qui t'es devenu. Oui, la fille qui faisait du parachute. Oui, la fille qui travaillait comme serveuse en restauration puis qui adorait les line-up de 2 heures. Elle n'existe plus, ce fille-là. Là. C'est terminé. J'ai dû me retourner complètement vers autre chose. Travailler des 50-60 heures semaine, c'est impensable pour moi maintenant. Ben, j'en travaille 25-30. J'ai rythmé ma vie sur ma nouvelle vitesse intérieure. J'ai gardé autour de moi les gens qui m'élèvent vers le haut. J'ai éliminé les gens qui me traînaient vers le fond. Ou j'ai réduit mes contacts avec les gens qui n'étaient pas aidants avec moi. J'ai fait des choix conscients parce que je me suis choisie à travers tout ça.
Encore une fois, moi, je te le dis, les 2 premières années, on oublie ça. J'étais inexistante complètement. Et par la suite, petit à petit, j'ai commencé à me reconstruire. Ça fait peut-être 3 ans que je suis capable d'en parler de façon aussi sereine que je le fais en ce moment. OK, je t'en parle avec légèreté, je t'en parle. Oui, c'est sûr que je vis des émotions. Je te raconte, puis je suis pas insensible à ce que je te raconte. Je l'ai vécu, ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis. C'est là, mais je suis capable de t'en parler. Donc, garde espoir, OK? Garde vraiment espoir. La résilience, à un moment donné, on la rencontre à notre façon. Ah, moi, je te raconte ma façon à moi, mais mon but, c'est pas que tu prennes ma façon. Mon but, c'est que tu saches que ça existe, la résilience, que c'est présent. Tu sais, pour moi, la résilience, c'est d'observer qui je suis maintenant, c'est de me voir aller maintenant dans ma réalité, c'est de voir ma vision de la vie qui a changé, mes objectifs de vie qui ont changé. Tu sais, je te dirais aujourd'hui, avec du recul, c'est grâce à ce que j'ai vécu, et oui, c'est bien grâce à ce que j'ai vécu, que je suis ici maintenant devant toi, et que j'ai choisi le métier de zoothérapeute. Tu sais, pendant mon agression, pas pendant mon agression, je m'excuse, pendant l'événement qui a suivi. Bon, le balai des policiers à l'intérieur de la maison, le questionnement, l'interrogation et tout ça. Encore une fois, je l'ai dit, les policiers ont été extraordinaires dans leur tâche à faire, dans leur travail. J'aurais aimé avoir une personne à ce moment-là à mes côtés. Soit un travailleur social, soit, je sais pas, un psy, un psychothérapeute, un psychologue, quelqu'un qui est là. Puis sa job, là, c'est de me garder dans une certaine ouate, un certain confort, de sentir que mes émotions sont sécurisées par une personne à côté de moi pour être pleinement apte à répondre aux policiers. Être assis dans une salle d'interrogatoire en tant que victime, c'est particulier. C'est nécessaire, OK? C'est nécessaire, mais c'est quand même particulier. Avoir eu une personne à mes côtés, ça aurait rendu ça moins froid, on va dire ça comme ça. Donc, moi, rapidement, après mes événements, j'ai dit aux gens, un jour, je veux être la personne que j'aurais aimé avoir à mes côtés. D'où la zoothérapie. Moi, arriver sur un événement comme j'ai vécu et de m'asseoir à côté de la victime avec soit mon chien Albert, mon chat, j'ai un cochon d'Inde, puis d'être là, juste d'être là. Que la personne puisse flatter mon chien, mon chat, mon cochon d'Inde, on verra à ce moment-là, d'être là présente, de voir le miracle qu'un animal peut apporter dans ces moments-là. Moi, j'avais un chat à l'époque qui est encore présent dans ma vie aujourd'hui. C'était mon thérapeute. C'était la personne qui a été présente. Les journées où j'allais pas bien, de voir mon chat assis sur moi à me fixer en pleine face, puis à s'interroger, qu'est-ce qui se passe avec maman, ben ça m'a beaucoup aidé. Alors, c'est tout ça qui m'a amené aujourd'hui à être ici en tant que zoothérapeute et à me dire, hey, toi qui as un trauma, je peux t'apporter du soulagement, je peux t'apporter de l'aide, je peux être un outil pour toi, pour t'aider lors des interrogatoires ou même, on le voit maintenant, hein, des chiens de soutien émotif qui vont en cours pour aider les victimes à témoigner. Moi, c'est ça que je voudrais faire, c'est vers ça que je travaille le plus. Mais c'est grâce à ce que j'ai vécu que je suis ici et maintenant à t'en parler. Ça m'a pris, mon Dieu, plusieurs années, encore une fois, avant de pouvoir dire que c'est grâce et non à cause. Je te le dis, parce que je veux pas que tu te mettes la pression de dire, ben moi, je suis fâchée, moi, je suis en colère, je les ai toutes vécues, ces périodes-là. D'en vouloir à la terre entière, d'être dans la haine envers l'autre. Pourquoi moi? Hein? On a fait tout ça. Oui, mais pourquoi moi? Caroline, j'étais assise tranquille dans mon salon, je ne demandais rien à personne, je suis super accueillante, puis le cave, il s'est trompé d'adresse ou de personne.
Je l'ai vécu, cette rage-là. Je l'ai vécu, cette colère-là. Il y a des bouts où je pensais m'en être sortie, il arrivait un événement, bang, je replongeais dedans. Hey, je te raconte une anecdote, très drôle. C'est quelques mois après mon agression, avant que j'arrête pleinement de travailler. Je suis au restaurant où je travaillais à l'époque et il y a un foyer dans le restaurant. Le matin, il est 6 heures, je suis toute seule, je suis en train de préparer l'ouverture. Il y a des cuisiniers en arrière, mais dans la salle à manger, je suis complètement seule et je pars le feu pour pouvoir accueillir les clients avec le foyer bien parti. Fait que j'installe mes bûches, toute la kit, je pars le feu, je m'en vais en arrière pour partir la machine à café et j'entends un gros bang, très fort. Et là, comme une crêpe, je me suis affalée sur le plancher. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. J'ai aucune idée. Je suis restée là 2 secondes, je suis restée là 1 minute, je ne le sais pas. Et là, à un moment donné, écoute, là, Isa, là, t'es en plein restaurant, il y a des clients qui vont arriver. Fait que je me suis ramassée le petit change bien comme faut. J'ai réussi à me relever. Je suis sortie dans l'arrière pour découvrir que c'est une des bûches du foyer qui était tombée à terre. OK? Là, à ce moment-là, hey, je me suis tellement jugée, critiquée, dénigrée. Je me suis traitée de toi et non, tu sais, si tu dépasses, regarde, là, tu t'écrases à terre pour une bûche. Hey, je m'en suis mis de la pression. Aujourd'hui, je me regarde, puis ciel, que j'aurais dû me traiter avec bienveillance, que j'aurais dû me traiter avec amour au lieu de me piocher sa tête comme ça. C'est comme ça que je me vois avec ce recul-là. Mais sache que te taper sa tête, tu vas le vivre. On passe tout à travers ce bout-là. Mon but, c'est de te faire voir qu'un jour, tu vas être capable de raconter ce qui t'est arrivé avec le sourire sans minimiser ce que ça a eu comme impact dans ta vie. La Isabelle, avant 2010, n'existe plus. La Isabelle d'aujourd'hui, j'ai dû réapprendre à la connaître, j'ai dû réapprendre à l'aimer, j'ai dû réapprendre à vivre avec. Parce que le matin que ça ne me tente pas, je me fais chier. Mais au lieu de me critiquer comme je le faisais dans le temps, ben je m'accueille avec amour et bienveillance. Puis, juste ça, ça me donne le courage de me lever, puis de me reprendre, puis de dire, ben je vais faire ce que je peux. Je vais donner mon 100%. Si aujourd'hui, je n'ai que 50% à t'offrir, ben je vais te donner 100% de mon 50%. Il a fallu aussi que j'accepte mon niveau d'énergie. Je te donne un exemple. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que à tous les matins, je me lève, ma batterie est à 100%. Le problème, c'est que moi, au moment de l'agression, ils m'ont enlevé la batterie d'origine, puis ils m'ont mis une batterie de cellulaire. Fait que c'est comme si j'essayais de faire fonctionner un 10 roues avec une batterie de cellulaire. On s'entend que la batterie, qu'elle soit à 100%, pas trop long avant qu'elle se décharge. Fait que moi, à midi, je suis déjà brûlée, là. Je suis fatiguée. Puis s'il faut que ce soit une journée où je suis stressée, ben 10h15, je suis faite. J'ai longtemps été obligée d'organiser ma vie en fonction des dodos d'après-midi. Hey non, moi, excuse-moi, j'ai reçu une invitation, je ne peux pas y aller. Puis là, ben, j'ose pas le dire. Ben, c'est parce que moi, si je ne vais pas faire une sieste, je ne vaux plus rien. Fait que c'est gênant de dire, écoute, j'ai 42 ans, puis si je fais pas mon petit dodo d'après-midi, je serais pas capable de me cuisiner mon souper. Fait que tu refuses des invitations sans le nommer, sans dire pourquoi. Parce que tu veux plus avoir 2 yeux qui roulent par à l'envers, que tu veux pas te faire dire encore ça, fait que tu dis juste, ben, je suis pas disponible ou je préfère pas et tout ça. Puis ça élimine des gens, encore une fois, autour de toi. Assume ce qui t'arrive avec amour et bienveillance. OK? Tu n'as pas à être mal à l'aise, tu n'as pas à te cacher et tu n'as pas à être gêné de comment tu te sens au moment présent. Je te le répète, ce que tu vis, c'est normal à travers une situation qui ne l'est pas. Et les gens qui nous entourent, je vous le répète encore une fois pour vous, si vous ne savez pas quoi faire, faites rien, dites rien, soyez là, tout simplement.
Moi, là, d'être assis dans mon salon avec, tu sais, plus de son, plus d'image, là, d'être complètement déconnecté de la réalité. Et de savoir, entendre ma maman qui est dans la cuisine en train de me préparer des petits plats, qui fait ma vaisselle. Puis à un moment donné, oups, j'entends la laveuse partir. Je suis toujours pas là. Mais dans mon cœur, tout ce qu'elle a fait pour moi, c'est rester. Elle m'a jamais abandonnée. Elle a toujours été présente. C'est la personne qui a été la plus aidante pour moi. Même si je l'ai, tu sais, c'est arrivé, je le sais, que j'ai bourrassé. Parce que c'est dans l'état où j'étais. Donc, toi qui aides un trauma, prends rien de personnel. La personne qui est là en ce moment est remplie de gratitude, mais ce qu'elle vit est tellement lourd, est tellement pris dans un nuage sombre, qu'elle ne sait pas comment te le dire merci. Prends-le pas comme un signe de « j'essaie de l'aider, puis elle s'en fout ». Non, prends-le pas comme ça. Sache, moi, aujourd'hui, 11 ans plus tard, chaque personne qui a été présente dans ma vie au moment de l'agression et qui sont encore dans ma vie aujourd'hui, ceux-là, je me souviens de chacun de leurs gestes. Je me souviens chacun de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont dit. Et aujourd'hui, je le sais que ces gens-là ressentent et savent la gratitude que j'ai pour eux. Juste d'être restés. J'en demande pas grand-chose. Ils sont restés. Moi, j'avais rien demandé. On est rentré chez nous, dans ma maison, l'endroit où on doit se sentir en pleine sécurité. Et on est venu me voler cette quiétude-là pour de nombreuses années. Alors, c'est sûr que de voir les gens qui sont encore présents aujourd'hui, ça n'a pas de prix. OK? Donc, tu veux aider un trauma? Désolée, mais il y a un malaise que tu vas vivre peut-être, il y a un inconfort, il y a un sentiment d'impuissance, il y a un sentiment d'être dépassé, de ne plus savoir quoi faire. Ben oui, tu vas le vivre. Tu vas être pris avec ça. Puis, sache que la personne qui vit un trauma, elle ne veut pas le savoir que tu vis ça. Pas parce qu'elle se fout de ce que tu vis, mais c'est parce que si elle le sait, elle va culpabiliser en plus de te faire vivre ça. Elle va pas bien, puis en plus, elle se sent pas bien de te faire mal aller. Elle sait que tu trouves ça difficile. La personne est consciente. Moi, j'étais consciente de la difficulté que les gens de mon entourage, puis je te le répète, si tu sais pas quoi dire, dis rien. Si tu sais pas quoi faire, ben fais la vaisselle. Il n'y a rien d'autre à faire. Sois présente. Puis tu vas voir un jour, la personne va redevenir consciente, si on peut dire ça, de son entourage, consciente de... Parce qu'elle va avoir assimilé à l'intérieur, tant physiquement que mentalement qu'émotionnellement. Elle va assimiler tout ce qu'elle a vécu, elle va assimiler tout ce qu'elle a traversé. Elle va être remplie de gratitude. Ouais, je te le dis. Garde espoir. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Moi, je vous dirais qu'avec du recul, si je retourne en arrière, j'attendrai pas 6 mois pour demander de l'aide. C'est en février, moi, c'est arrivé au mois d'août, c'est en février que j'ai vraiment frappé mon mur et que j'ai été chercher de l'aide. Fais pas ça. Va. Je te le dis, même si tu dis, ça va aller, c'est correct, on va passer à travers. Non, non, non. OK, fine, si tu passes à travers et que tu as été demandé de l'aide, ça t'enlèvera rien. Si tu plantes un jour parce que la réalité vient te rattraper, ben tu seras déjà bien entouré de professionnels pour t'aider. Moi, c'est vraiment ce que je te propose le plus. Va chercher de l'aide. La personne, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle te tend la main pour t'aider à sortir du gouffre où tu es. Quand tu seras sorti du gouffre, ben là, tu seras plus apte à choisir ce qui va t'apporter du bien-être à l'intérieur de toi. Puis le commencement de la résilience arrive à ce moment-là. La journée où, OK, là c'est vrai, c'est correct,
là, c'est vrai, je commence à reprendre conscience qu'il y a du monde qui vit autour de moi. Je commence à prendre conscience qu'il peut y avoir du positif à travers ce que j'ai vécu. C'est là que la résilience va arriver. Tranquillement, petit à petit. C'était un travail, comme je te dis, de 8-9 ans avant d'être capable d'assumer pleinement qui je suis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai des objectifs de vie maintenant extraordinaires. Tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'aime qui je suis devenue. J'aime mon chemin parcouru. J'aime la façon que j'ai choisi de le parcourir. Avec toutes ces difficultés, avec toutes les tristesses, les deuils que j'ai dû faire, je regrette pas mon chemin parcouru. Même si j'ai fait des mauvais choix à certaines occasions, ben je les accueille avec bienveillance aujourd'hui. Puis je me dis, ben au moment présent, j'ai fait ce que je pensais qui était le mieux pour moi. Donc, je suis très fière du chemin que j'ai parcouru. Ça restera toujours, ça sera toujours présent dans ma vie, à des degrés différents, tout dépendamment de la période. Moi, je te dirais que le mois d'août, ça reste quand même toujours un moment où le catou, je le sais, quand c'est le catou. C'est une des rares journées de l'année que je ne dis pas quelle date qu'on est aujourd'hui. Je le sais. 11 ans plus tard, je suis encore au courant du 4 août. Mais j'ai plus envie de vomir comme j'avais envie de vomir il y a 7-8 ans, quand on arrive à cette date-là. Sois toi-même et accepte-le. Si tu as le goût de bouder une journée, boude. Si tu as le goût de maugréer, ben vas-y. Si accepte librement de vivre ce que tu as à vivre. Plus tu refoules, plus c'est correct, plus ça va être long. OK? Vas-y pleinement, accueille, vis-le. Et je te dis, il y a de l'espoir, il y a de la vie, il y a autre chose en arrière de ça. J'ai encore des difficultés aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je suis quand même capable de t'en parler avec amour et bienveillance sur tout ce que j'ai vécu et sur qui je suis maintenant. Et pour toi qui as l'impression d'avoir perdu quelqu'un parce que la personne est en trauma, tu vas aussi avoir un deuil à faire. Il y a des choses que cette personne-là ne sera peut-être plus jamais en mesure de faire. Moi, mon trauma, il a été psychologique. Uniquement. Ben, uniquement. Sans minimiser, encore une fois, l'impact sur moi. Mais il y a des personnes qui vont vivre un trauma où ça va leur amener un handicap, perte d'un membre, paralysie. C'est une perte. Une perte, c'est une perte. Moi, j'ai perdu une partie de qui j'étais, émotionnellement, mentalement, dans le plus profond de mes viscères. Il y en a d'autres qui perdent ça, puis en plus, ils ont perdu un membre. Peu importe la perte, peu importe la difficulté, sache que la personne qui a un trauma a un deuil à vivre et minimise pas que toi aussi tu en as un. Accueille cette nouvelle personne-là comme une nouvelle personne, sans jamais aller dans le « oui, mais avant tu pouvais ». Non, oublie le « avant ». Le « avant » n'existe plus. La journée où la personne qui est en trauma va être prête à parler de qui elle était avant, elle va le faire. Attends que ça arrive. Compare pas la personne d'aujourd'hui. Oui, mais c'est parce que tu le faisais avant. Non, non, non. Oublie ça, c'est terminé. Attends de voir qui est devenue cette personne-là. La personne que tu aimais avant est encore là. Faut juste la laisser s'épanouir dans sa nouvelle réalité. Je sais qu'encore une fois, ça doit être extrêmement difficile de se sentir impuissant comme ça. Mais soyez là, prenez rien de personnel. Et c'est pas parce que c'est pas vous qui vivez le trauma que vous n'avez pas besoin d'aide. « Revire-toi de bord, toi aussi, tu as le droit
en aidant un trauma, de prendre soin de toi. Tu as le droit d'aller voir un thérapeute. Tu as le droit de poser des gestes qui vont te garder en vie, qui vont te maintenir dans la joie. Ne te néglige pas non plus en aidant un trauma. Si tu veux vraiment être aidant pour une personne qui a un stress post-traumatique, sois solide. Fais des choses qui te font du bien. Comme je te dis, ma mère a cuisiné. Est stressée à cuisine, est heureuse à cuisine, est triste à cuisine. C'est sa façon à elle de se garder dans une certaine joie, en vie, active et utile. Tu as ta façon propre à toi de te faire du bien pour être encore plus aidant pour la personne qui est à tes côtés. Alors moi, je te le dis, c'est vraiment important de s'accepter. Qu'on ait subi un stress post-traumatique ou qu'on accompagne une personne en stress post-traumatique, acceptez votre nouvelle réalité. Parce que dans les deux cas, la vie a changé pleinement. Dans les deux cas, on ne verra plus la vie d'une façon différente. Tu sais, moi, avec du recul, aujourd'hui, je suis quand même capable de me dire, je me suis vue mourir. Mais au-delà de ça, je suis capable de dire, ma mère a eu peur de perdre sa fille. Au même titre que je me suis vue mourir, elle m'a vue mourir aussi. Donc, faut pas qu'elle minimise l'impact que tout ça a eu sur sa vie. Elle a trouvé des façons de se sentir utile. Elle a trouvé des façons de m'aider en s'aidant elle-même en même temps. C'est super important. Et si tu n'as pas la force d'aider, dis-le à la personne qui est en trauma. Je vais toujours être là pour toi, mais de telle façon. En ce moment, je me sens pas apte à être là. Tu sais, tu peux aider en aidant la personne à trouver de l'aide. Si toi, tu ne peux pas personnellement t'impliquer, ben aide la personne à trouver de l'aide. Aide la personne, tu sais, juste de OK, une fois par semaine, le trauma a besoin d'aller voir un psychologue. Accompagne-le. Va le chercher en voiture, va le déposer chez son psy. Ramène-le de chez son psy à chez lui. Pour toi, c'est peut-être pas grand-chose. Tu te dis peut-être, ouais, mais j'aimerais ça en faire plus. Non, t'en as fait beaucoup. Dans les deux cas, arrêtez de vous mettre de la pression. Arrêtez de vous taper sur la tête. D'un côté, le trauma, il s'en veut, il est pas bien, il n'aime pas comment est-ce qu'il est rendu, et c'est normal. Au lieu de te taper sur la tête, de t'auto-flageller, puis d'essayer de t'en sortir, puis de te dire « Hey non, moi j'haïs ça être de même, faut plus que je sois comme ça, je ravale pour changer, je ravale pour pas déranger les autres. » Non, va pas là. Accueille comment tu es au moment présent. Et pour la personne qui vit un trauma, qui vit avec un trauma, c'est la même chose. Accepte que ta vie aussi est chamboulée. Fais des choses qui te rendent heureux. Tu seras beaucoup plus apte à aider la personne qui a un stress post-traumatique. Souvent, on va chercher trop loin. Hein? Souvent, on essaye. Mais reste simple. Je le sais, je vous l'ai répété souvent. Mais reste simple. Il n'y a pas de technique miracle pour s'en remettre, autre que ça prendra le temps que ça prendra. Je te le dis, concentre-toi sur l'amour, la bienveillance, la compassion. Puis tu vas faire ce qu'il faut, sans en faire trop. Encore une fois, que ce soit du côté du trauma, que ce soit de la personne aidante. Garde un ancrage, garde un équilibre dans ta vie. N'hésite pas à lever le drapeau et te dire « Je suis plus capable, j'ai besoin d'aide ». Dans les deux cas, c'est important. Vous êtes qui vous êtes avec ce que vous avez vécu. Accueillez-le, mais souvent, ça se fait accompagné d'une personne extérieure. Si je n'avais pas eu d'aide psychologique, je serais partie complètement dans une autre direction. Est-ce que je serais encore aujourd'hui
à pas m'en sortir, probablement. Donc, je vous le dis, amour et compassion, moi, ça a marché pour moi. J'ai accepté de faire des deuils de qui j'étais, de mes capacités. J'ai fait des deuils d'amis, de membres de ma famille, pour mon simple bien-être. Pour me dire, moi, si je continue dans cette voie-là, je vais sombrer. Alors, stop. Même chose pour les personnes aidantes. Regarde, toi, comment tu te sens à travers ça. Respecte tes limites. Puis si tu sais pas quoi faire, ben, ne fais rien. Sois juste là. Tout simplement. Sans rien dire, sans rien faire, sois là. Écoute la personne qui est à tes côtés. Écoute son silence, qui est parfois plus parlant que les mots que la personne peut dire. Moi, aujourd'hui, comme je te dis, je suis restée remplie de gratitude à l'intérieur de moi, de fierté d'être où j'en suis rendue, d'être consciente que j'ai encore des défis à relever, que j'ai encore des choses à régler. Mais ma façon de l'aborder est changée, ma façon de l'aborder est avec humour et amour, tout simplement. Je sais pas quoi dire de plus que aime-toi. Peu importe que tu sois la personne en trauma ou l'accompagnant, aime-toi. Et prends soin de toi. Fais des choses qui te rendent heureux. Fais des choses qui t'élèvent vers le haut. Et tu vas voir, l'espoir va prendre le dessus à un moment donné. La résilience va s'installer. Le goût et les nouveaux objectifs de vie vont se présenter. Moi, il y a des portes qui se sont ouvertes depuis que jamais j'aurais soupçonné. Si tu m'avais parlé il y a 20 ans, puis tu m'avais dit un jour, tu vas faire l'éloge à la lenteur, je t'aurais ri d'en face. Écoute, moi, la croix à l'adrénaline, jamais j'aurais pu imaginer apprécier le moment présent, la lenteur, d'aller autant scientifiquement comprendre qu'est-ce qui se passe en moi, jamais j'aurais cru ça. Et regarde, aujourd'hui, je suis là devant toi, puis je te raconte comment moi je l'ai vécu de l'intérieur, comment moi je le vis maintenant, mon regard sur ce que j'ai traversé. Et tout ce que j'espère qu'il va t'en rester de ça, c'est de t'aimer, de t'accepter et surtout, arrête de t'intimider en t'auto-flagellant, en te critiquant, en te jugeant, en te dénigrant. Si tu gardes ça en tête et que tu as un petit drapeau rouge prêt à lever si tu as besoin d'aide, si c'est ça que tu gardes de ma conférence d'aujourd'hui, moi, je vais être contente. Parce que je te le dis, il y a de l'espoir. La joie est présente au quotidien de ma vie. J'ai des journées plus difficiles que d'autres et je les relève avec brio. Et quand je me couche le soir, c'est toujours pleinement satisfaite. Que ça a été facile ou difficile, je suis satisfaite. J'espère que c'est ce que tu atteindras un jour, le plus proche possible que je te souhaite. Et à toi, le proche aidant d'une personne trauma, fais ce que tu peux en respectant tes limites. Et fais-en moins si tu penses en faire trop. C'est là-dessus que je te dirais que je terminerai avec toi. C'est avec un amour et une résilience que je me suis livrée à toi aujourd'hui. Et c'est avec une compassion envers moi-même, envers mon vécu, que j'ai eu envie de partager ce moment-là avec toi. Alors, je te souhaite un rétablissement
des plus doux. Je te souhaite un accompagnement des plus doux également. C'est là-dessus que je vais vous saluer et que je vais vous dire, j'espère vous recroiser un jour avec le sourire, que ce soit dans ma face ou dans la tienne. J'espère qu'on va se revoir dans la zénitude et la plénitude et que ça t'aura apporté un peu de paix, mais surtout de savoir que tu n'es pas seul, que ce que tu vis, c'est pleinement normal dans cette situation pleinement anormale. Alors, je vous salue tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute et amour et bienveillance. Merci.